Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. À l'occasion des Jeux Olympiques 2024, cette compétition mondiale qu'on a la chance d'accueillir cette année en France, j'ai l'honneur de partager avec vous mon échange inspirant avec Alain Bernard. Ce nageur français qui a remporté 2 titres olympiques en 2008 et 2012, qui détient 6 records du monde et qui a nagé plus de 50 000 km pendant sa carrière sportive, me fait l'honneur de venir sur Super Mama pour nous parler d'une autre facette de sa vie de champion, celui d'être un père. Alors, qui se cache derrière l'athlète de haut niveau qu'on connaît tous? Quelle organisation met-il en place au quotidien pour gérer une vie professionnelle archi intense et son nouveau rôle de père de famille? Comment, après avoir vécu une vie remplie d'émotions et d'intensité, accueille-t-on la plus jolie des récompenses qui puissent exister? C'est ce que va vous dévoiler justement aujourd'hui Alain, ce grand requin blanc comme on l'appelle, qui reste un modèle de simplicité et d'authenticité comme il est rare de voir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alain, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur le podcast de Super Mama avec moi. C'est très rare que je reçois des hommes ici sur le podcast. Tu es le deuxième à ce jour, mais je suis très contente de t'avoir, donc merci d'avoir répondu oui à mon invitation. Eh ben, merci Lou, ça me fait plaisir aussi d'être le deuxième papa et de partager ces petits moments, ces petites expériences qui est une nouvelle vie, comme quoi il y a pas d'âge en fait pour ça, on en apprend tous les jours. Et oui, carrément. Alors Alain, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter, même si bon, j'imagine que la plupart de nos auditrices, auditeurs d'aujourd'hui nous te connaissent, mais est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de qui tu es? Bien sûr, ben moi je m'appelle Alain Bernard, j'ai 41 ans bientôt, j'ai été sportif de haut niveau. J'ai gagné 2 titres olympiques en natation en 2008 et 2012. J'ai battu 6 records du monde dans ma carrière. Donc voilà, une vie de nageur de haut niveau assez dense. C'est une passion qui est née du côté d'Aubagne, à côté de Marseille, à l'âge de 4-5 ans. À partir de 15 ans, je m'entraîne 2 fois par jour et 10 ans après, je décrocherai ce titre olympique. Donc voilà, c'est un engagement de tous les jours. C'est 15 ans de haut niveau à 10 entraînements de 2 heures dans l'eau par semaine. Et donc, en 15 ans, pour vous donner des chiffres clés, ça représente à peu près 50 000 kilomètres en nageant. Donc, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup d'appréhension, de doutes, hein, d'échecs, de certains écueils aussi dans ma carrière. Rien n'a été tout rose, tout beau, Mhm. très bien pendant tout le temps. Donc, c'est là où je me suis vraiment aussi découvert, je pense, un caractère, un tempérament. J'ai appris à avoir confiance en moi, alors qu'avant, j'étais très introverti, très timide, discret quand j'étais adolescent. Et donc, depuis mon arrêt de carrière en 2012, je suis devenu consultant sportif. Donc, j'interviens sur des médias pour commenter les compétitions de natation et je développe Mhm. des outils numériques dans les piscines. Et je faisais des stages de natation donc pendant 10 ans, vraiment le contact auprès des jeunes, la transmission, le partage. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime. Donc voilà, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Et depuis 1 an et demi, j'ai commencé un autre sport parce que je suis devenu papa. Euh, Et donc ça, oui. notre vie, c'était mûrement voulu, réfléchi, un super projet. Enfin, franchement, tout va très bien en soi, dans le fond, mais une adaptation à cette nouvelle vie très particulière parce que même si on a des amis dans nos environnements respectifs, tant qu'on n'a pas éprouvé, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être compliqué. Un petit peu comme le sport de haut niveau, j'ai envie de dire, hein, celles et ceux qui n'en ont pas fait, c'est très dur. On a beau avoir Ouais. la langue la plus riche du monde en termes de vocabulaire, c'est très difficile de trouver des mots sur ses ressentis. Donc voilà, ravi de partager ça, cette petite expérience avec toi et les auditrices et auditeurs aujourd'hui, Lou.
Bah écoute, merci beaucoup Alain pour cette présentation. Alors oui, en effet, on te connaît surtout hein, pour ta carrière de sportif de haut niveau. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus au côté, à ta nouvelle casquette, à celle de papa. Alors, si on revient un petit peu en arrière, Alain, toi, dans quel contexte familial tu as grandi? Est-ce que tu avais des frères et sœurs, par exemple? Dans quel cadre, oui, dans quel cadre familial? Raconte-nous un petit peu ton enfance. Alors, mon enfance, elle est du côté. Je suis né au Aubagne, le pays de Marcel Mhm. Pagnol, d'où cet accent qui chante un peu. Donc, Aubagne, Marseille, j'ai deux sœurs plus âgées que moi, de 6 ans, 9 ans. On était cinq à la maison, ou dans un petit appartement, si j'ose dire. Mon papa partait assez tôt le matin, il rentrait tard le soir, il faisait un métier manuel. Ma maman a arrêté de travailler quand elle m'a eu pour s'occuper Mhm. de moi, voilà, parce qu'il paraît que j'étais le petit dernier gâté, mais je m'en suis pas rendu compte. Je le dis souvent c'est pour rigoler, alors que j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Donc c'est un environnement familial avec des cousins, cousines, grands-parents qui en rendent des visites régulièrement, une grande maison de vacances dans les Hautes-Alpes sur lesquelles on va Sympa. passer tous nos week-ends, vacances, etc. Et ça me tient à cœur aussi aujourd'hui d'essayer de transmettre ça à ma fille. On y va pas aussi souvent que ce que j'aimerais, mais voilà, il y a d'autres composantes à prendre en compte. Mais non, j'ai jamais vraiment manqué de quoi que ce soit. Une famille pas très bavarde pour le coup. On a du mal Mhm. à partager nos émotions, nos ressentis, ce qui ne m'empêche pas de le faire de manière presque décuplée ou exacerbée finalement auprès de ma femme et de ma fille. Donc voilà, une adolescence un petit peu entre guillemets malmenée parce que pas forcément très à l'aise dans mon environnement, collège, etc. D'où cette pratique aussi intensive du sport et de la natation qui était un petit peu mon défouloir, mon échappatoire et un environnement beaucoup plus sain dans lequel je me sentais à l'aise et où je me suis pleinement épanoui, voilà. Ah oui, oui, j'imagine, ouais. Est-ce que toi, en tant que jeune homme, jeune adulte, tu pensais déjà à fonder une famille? Est-ce que tu avais déjà comme un plan de vie ou tu étais vraiment focus sur la natation et tout ce qui était plutôt extra sportif, tu le remettais à plus tard? Non, j'ai vraiment grandi avec ces valeurs de famille, ces valeurs bah, de, d'entraide. Alors, je ne peux pas dire d'écoute parce qu'on n'était pas forcément bavards les uns les autres, mais cette Oui, notion de famille, c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis très très longtemps, hein. Et voilà, quand j'ai rencontré ma femme et qu'elle avait aussi ces mêmes valeurs qui étaient pour le coup, elle, très exacerbées parce que dans sa famille, ils étaient très proches. Son papa faisait un métier qui était amené à beaucoup déménager. Donc, ils ont beaucoup déménagé, d'accord. surtout sur sa phase d'adolescence, etc. Et vraiment, son noyau, ses souvenirs de la plus petite enfance, c'est son noyau familial avec son Bien. petit frère et petite sœur. Elle, ma femme, voilà, a vraiment ses références aussi très communicantes au sein de sa famille, très expressives. Donc on s'est vraiment retrouvé sur ces valeurs-là de famille. Et en effet, quand le moment est venu après un bout de vie ensemble, en se disant qu'on était super bien ensemble, l'évidence est venue de penser à l'avenir. Et voilà, l'accueil de notre fille ça a été extraordinaire. Enfin, tout s'est super bien passé en plus. Mais encore une fois, il y a toujours le petit mais de l'adaptation du truc où tu as envie de faire les choses bien, qu'elle ne manque de rien, qu'elle n'est pas chaud, qu'elle n'est pas froid, qu'elle n'est pas faim, qu'elle se blesse pas. Donc, ouais, ça prend beaucoup sur le temps perso et le temps professionnel, Ah respectivement, oui. de ce côté-là. Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Et au bout de combien de temps justement de relation avec Faustine, vous vous êtes dit, allez, on se lance dans l'aventure? Est-ce que ça a été une longue réflexion entre vous, de longues discussions, ou finalement ça s'est fait assez naturellement après plusieurs années de vie commune? Non, ça s'est fait assez naturellement, on en parlait régulièrement, mais je pense que voilà, on a pris le temps de construire les choses, on a fait les choses dans l'ordre, on a habité ensemble pendant, ça fait quoi en fait? On s'est très vite connus très rapidement, c'est-à-dire qu'elle pouvait m'accompagner sur beaucoup de mes déplacements à l'époque, et donc on a appris à Ah, vivre. Dans un très bel hôtel ou dans une randonnée sous une tente, que l'on fasse un repas génial. avec un chef étoilé ou un McDo ou un sandwich ou un pique-nique. En fait, on a vraiment appris à se connaître comme ça, à partager Mm. des centres d'intérêt communs.
Et là où on a vu où on était, je pense, vraiment fait pour être ensemble. Après, voilà, on a décidé de se marier, d'acheter notre petite maison, notre cocon familial pour créer les conditions pour accueillir notre fille. Donc, c'est très, en termes de timing, ça va on va dire, de 4 à 5 ans, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ok, super. Et justement, bah, toute cette durée de la grossesse, comment toi tu l'as vécu d'un point de vue extérieur, entre guillemets? Comment tu as accompagné Faustine? Est-ce que tu as été présent pour tout ce qui était rendez-vous, par exemple? Comment tu te positionnais, toi, dans ton futur rôle de père? Oui, bah, j'étais quand même très impliqué et même la sage-femme qui venait pour les cours d'accouchement, tout ça, elle me dit qu'elle avait rarement vu aussi quelqu'un qui posait autant de questions. Enfin, je posais plus de Ah, questions que génial. ma femme et j'ai accompagné bien sûr sur la quasi-totalité de tous les rendez-vous. Et de ce moment où il y a cette annonce où on rentre d'un voyage en Écosse, en fait, on rentre et je repars très vite sur 2, 3 jours de déplacement professionnel. Et un soir, je rentre à la maison et je vois qu'elle est en face de moi dans la cuisine. Elle m'envoie un SMS, elle me dit, et tu savais qu'on était trois en Écosse? Elle me montre une photo où j'ai des mains sur son ventre et tout. Donc c'était hyper émouvant comme moment. Parce que voilà, ça faisait un moment qu'on voulait aussi avoir un enfant, où ça prenait un peu de temps. Et comme par hasard, voilà, après un petit voyage, ça s'est vraiment décanté. Donc c'était de cette nouvelle-là jusqu'à l'accouchement. Ouais, ça a été une période de grossesse à la fois stressante de mon côté parce que je me suis dit, ah, il faudra que je Ouais. sois là le jour J, de caler tous mes déplacements pro en disant jusqu'à J moins 1 mois et demi du terme, je peux aussi Mm. me permettre de partir à tant de distance de route, etc. Mais à partir de ce moment-là, je ne veux plus partir. Donc, je prends aucune mission qui va m'emmener, j'en sais rien, à plus de 1 heure et demie, 2 heures de route à partir d'1 mois et demi avant le terme. Donc, c'est une organisation Ouais. déjà professionnelle avant même que la petite soit là. Et donc, dans cet accompagnement, la vraie complication, je pense, pour les papas, c'est de rien gérer, de rien maîtriser. Mm. Parce que c'est la maman qui porte, c'est la maman qui subit, qui a ses coups de fatigue, c'est aussi ses premiers sauts d'humeur liés à cette fatigue, liés à Mm. cette gestion, à ce poids, à cette responsabilité qui grandit de jour en jour. Et c'est là où justement ça commence à chambouler un petit peu l'équilibre, si j'ose dire, l'équilibre relationnel, enfin, Mm. du couple. Ouais, ouais, bien sûr. Mais néanmoins, ça se passe très bien jusqu'au bout, à tel point qu'un jour, je pars sur un rendez-vous, j'étais à 10, 15 minutes de route de la maison. Et là, elle m'appelle, elle me dit, bon, ben voilà, je viens de perdre les os, donc il faut qu'on soit avant midi à la maternité. Et moi, il était 9h05 du matin. J'ai fait, mais attends, j'arrive tout de suite et tout. Elle me dit, non, mais finis ton rendez-vous, tu viens, tu parles. C'était impossible. Les personnes à qui j'étais en réunion, ils m'ont dit, non, mais c'est bon, Ouais. vas-y, c'est pas grave, on va y Ah, arriver. Et puis finalement, voilà, on a pris le temps de bien préparer les choses. Je te cache pas que le sac de la maternité, il était pris depuis 3 semaines, un mois. Donc, ce qui a aussi chamboulé notre équilibre, c'est qu'on est tous les deux assez, assez toqués sur l'organisation. On a besoin de se faire des petites checklists pour rien oublier, tellement on fait de choses, etc. Donc, ouais. tout est prêt, tout est planifié, tout est prévu. Et puis là, ça va apporter énormément d'imprévus. L'arrivée Mm. de ce petit bout-là, ça va apporter énormément d'imprévus. Donc, c'est là où il y a cette phase aussi d'adaptation qui est assez compliquée et où on est encore aujourd'hui, 1 an et demi après, en train d'essayer de trouver nos repères. Et on est un peu plus apaisé, mais c'est vrai que ouais, c'est très sport, quoi. Et oui, c'est ça l'arrivée des enfants, hein. Souvent, ça chamboule pas mal de choses. On croit tout maîtriser dans notre vie. Et puis finalement, dès qu'on a un enfant, il nous apporte un petit peu cette spontanéité qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et on est obligé un peu de dealer avec ça. C'est pas toujours évident, hein, quand on est né Non, pro de c'est pas l'orga. toujours. Et... Enfin, sans aucun préjugé là-dessus, parce que chacun, il y a des fois des mamans qui vivent des grossesses un peu compliquées. Quand ça arrive, elles sont beaucoup plus sereines. Des fois, c'est l'inverse. Enfin, il y a pas de Mm. règle.
Par contre, la vraie complexité pour le couple aussi, et enfin, en ce qui nous concerne, comme c'est le cas des milliers, voire de millions de couples, c'est qu'on n'a ni parents ni beaux-parents à côté. Donc, on a Ah trouvé oui. une nounou extraordinaire qui nous la prend 4 jours par semaine et c'est super. On a trouvé une nounou de confiance aussi pour la Mm. laisser de temps en temps le soir, mais il a fallu un moment pour que la maman accepte de la laisser le soir. Donc on arrive à la laisser de temps en temps. Donc c'est une vraie, voilà, c'est une vraie organisation aussi tout ça. Et Mm. un chamboulement parce que pour le couple, parce que il n'y a pas un soir ou un matin où tu t'endors sans elle ou tu te réveilles sans elle. Enfin moi ça m'arrive dans mes déplacements professionnels, mais ma femme non. Donc elle porte aussi cette responsabilité des fois de se Mm. sentir un petit peu seule sans avoir sa maman ou son papa à côté, etc., pour Ouais, lui donner ouais. le coup de pouce quand ça va pas bien. Donc, ouais, c'est là-dessus où tu culpabilises un peu, je pense, en tant que papa, de dire, ah, putain, je suis pas là à ce moment où elle est malade, où elle doit partir chez le pédiatre en Ouais. urgence, un truc comme ça. Bon, enfin, voilà, on a tous vécu aussi les premiers séjours aux urgences parce que fièvre, parce que ci, parce que ça, parce que première dent, Mm. enfin, des choses où plus ça avance, au plus t'en rigoles et ceux autour de nous aussi. Mais voilà, on est en mode surprotection et c'est très difficile de se décaler un petit peu de ça, de ce côté à la fois surprotection, la laisser grandir, apprendre, se faire des bobos, se faire des petits trucs. C'est comme ça qu'elle va apprendre la vie aussi, quoi. Eh oui, bah oui, oui, bien sûr. Et toi, justement, à l'arrivée de d'Ava, donc elle est née en 2022, c'est ça, hein, l'été 2022, Oui. ta fille, ouais. T'as pris un break professionnel pendant quelques semaines, un mois, ou comment tu t'es organisé, ou tu faisais Ouais, quand même tes c'est quand rendez-vous, même- mais de manière plus soft? Moi, c'est assez compliqué parce que je suis à fond toute l'année, je suis au taquet l'été, Ouais, en fait. Donc, je suis un peu tout le d'accord. temps à fond et c'est vrai que j'ai organisé des stages d'entraînement avec 50 jeunes par semaine sur 4 à 5 semaines l'été. Et donc là, Ah j'avais oui. plus ou moins planifié des périodes de stage où je faisais genre un break de 15 jours, je crois, en plein milieu d'été. Et c'est vrai que pendant 15 jours, c'est bien tombé parce que elle est arrivée un petit peu plus tôt qu'on avait prévu, mais ça s'est très bien goupillé. Mm. Et on a pu vraiment faire les 15 premiers jours, enfin H24 ensemble, etc. Et après, pendant deux Super. semaines, j'étais là un jour sur deux ou un jour et demi sur deux. Donc, Mm. c'est pas loin. Donc, vraiment, on a pu profiter aussi de ces premiers moments, mais en mode... ouais, on a des photos, c'est génial, où on est en mode de sieste, on est fatigué, on est éclaté parce qu'on n'a pas dormi la nuit, et là, elle dort sur nous, à côté de nous, en Mm. été, tu sais, juste en couche, torse nu, etc. Eh oui. Ouais, c'est des moments magiques. Donc, ouais, c'est des moments qui passent très vite, tout le monde le dit, et on essaie d'en prendre conscience. La première fois, on n'en prend pas vraiment conscience, mais au bout de quelques mois, on se dit, oui, chaque moment est précieux. Ouais, bah oui, oui, carrément. Et toi, dans ton rôle de père, tu te sentais tout de suite à l'aise? Tu as eu besoin d'un petit peu de temps pour appréhender ça, pour t'occuper d'un tout nouveau-né comme ça? Comment tu te sentais? Non, là, c'était les premiers moments, franchement, j'avais vraiment ce rôle de tout ce que ma femme ne pouvait pas faire, j'essayais de le faire pour elle, que ce soit le petit truc Ouais. de ménage, de cuisine, de vaisselle, de linge, des petites choses comme ça, parce qu'elle elle se levait voilà, avec l'allaitement au milieu de la nuit, elle Mm. dormait un petit peu moins bien que moi. Donc voilà, je me suis dit, ça va être ma contribution pour contribuer à son bien-être perso pour elle. Et Ouais, finalement, super. au fil du temps, ça s'est pas avéré être aussi efficace que ce que je pensais parce qu'il y a eu d'autres choses à gérer, après des petites prises de médicaments, des choses comme ça, sans entrer dans Mm. les détails. Ouais, ouais. Où finalement, cette aide logistique ne suffisait pas. Il fallait aussi cette aide morale, cette écoute. Non, je suis quelqu'un Ouais. qui est enfin, hormis ce moment entre nous, tu vois que tu m'arrêtes pas de parler, normalement, je suis pas très très bavard, donc donc ça, il a fallu aussi apprendre à l'écouter, à adapter des choses, à l'aider aussi à prendre du recul, ce qui est très compliqué, parce que moi, je pouvais partir un jour ou deux ou trois en déplacement et revenir et voir les choses différemment, que elle Bien ne sûr. faisait pas. Donc, mettre sa vie professionnelle aussi en stand-by pendant un long moment, surtout qu'on est tous les deux à notre compte, donc t'as pas les mêmes modalités que quand tu es en format salarié, etc.
Donc ça Ouais, rajoute tout à aussi fait. une pression. Tu as aussi la pression de tes projets professionnels, peut-être financière derrière, etc. Donc, rôle que j'ai accepté de jouer à 100%, mais à contrario, ça emmène des absences et donc voilà, il faut ménager le chou et la chèvre entre partir pour bosser ou être présent pour être à l'écoute, etc. C'est ça qui est vraiment compliqué. Et ouais, bien sûr, surtout quand, oui, dans ce cas de figure où la maman reste un petit peu à la maison, que le papa s'en va, ça crée vite on n'est plus sur le même chemin tout de suite. Parce que toi, en effet, tu as des interactions avec d'autres personnes, des adultes. La maman est toujours un petit peu enfermée, entre guillemets, avec son bébé. Et parfois, on se comprend plus et on a vite fait d'aller dans deux directions différentes. Donc, c'est là que c'est très important de parler pour pas trop s'éloigner, quoi. Et oui, et justement, ça, on s'en est rendu compte parce que on était presque envieux l'un l'autre en disant, ben voilà, enfin, Mhm. toi, tu as quand même le temps, tu restes à la maison. Ouais, Enfin, en plus, on a la chance d'avoir, enfin, on est très à l'aise chez nous. On a choisi une maison qui nous correspond vraiment. On est très bien, etc. Mais il faut ouais. pas que ça devienne une prison dorée. Et Mhm. de l'autre côté, elle dit, mais oui, mais toi, tu vois du monde, tu vois autre chose et tu reviens, t'es tout frais, etc. Donc, ouais, c'est là où il y a Ouais, ouais, je comprends. le début du contre-coup et cette fameuse, comment on appelle ça, dépression postpartum. Mhm. Voilà, heureusement qu'il y a des femmes aussi courageuses qui mettent des mots dessus, qu'on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui existe. Voilà, c'est quelque chose dont il faut être capable d'en parler. Mais c'est toujours plus simple quand c'est chez les autres que quand c'est chez nous. Donc en effet, on a été sensibilisé à ça et heureusement qu'elle me tire les verres du nez aussi pour débloquer des situations parce que des fois, nous, en tant que papa, on ne mesure pas aussi c'est dur de dire ce mot, mais la détresse parfois dans laquelle se trouve la Mhm. maman. Elle est dans une détresse parfois de solitude, de responsabilité, d'hyperprotection. Et c'est humain. Et c'est comme ça qu'on est sur la Terre depuis des milliers d'années. Et en fait, il y a eu ces Mhm. instincts maternels qui ont vraiment su protéger et faire en sorte que l'on soit de plus nombreux aujourd'hui dans ces conditions. Cet instinct maternel, il est primaire, en fait. Et c'est très dur de rentrer dans un mode de fonctionnement. Voilà, aussi évolué dans lequel on évolue aujourd'hui, avec le confort on peut avoir, etc. Euh, c'est compréhensible. En fait, c'est vraiment compréhensible, mais il faut prendre le temps de le comprendre parce que il y a encore 1 an et demi, on nous parlait de ça, on se disait, ouais, bon, d'accord, c'est compliqué, mais ça se gère. Mais tout le monde le gère Ouais. différemment. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis c'est pas évident. Bon, pour la maman, bien sûr, quand elle traverse une période un petit peu de brouillard comme ça, mais aussi pour l'entourage et notamment le papa, hein. Déjà de se rendre compte de si ça va bien ou mal, dans quelle mesure, et surtout de comment aider, de comment accompagner des personnes qui sont en détresse, plus ou moins, hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est aussi un rôle qui est lourd pour les pères de savoir jauger et accompagner leur femme, leur épouse ou la maman de leur enfant dans cette période. Oui, parce qu'on est, malgré tout, on a aussi d'autres contrariétés, soucis. On a Ah aussi oui? envie d'être là et de contribuer au bon équilibre du foyer et pas uniquement enfin, matériel ou financier, etc., mais même de pouvoir contribuer, sauf qu'on a peut-être cette pression aussi de vouloir tellement bien faire son job, etc., que derrière, on peut créer aussi une distance avec la maman et son bébé, parce que des fois, on a l'impression que c'est son bébé et que c'est pas le nôtre. Donc, il peut y avoir aussi cette forme de jalousie, alors Mm. qui est à la fois légitime et à la fois enfin, complètement irrationnelle, parce qu'il y a c'est pas son bébé à elle ou notre bébé à nous, c'est notre Eh bébé à oui. tous les deux. Donc voilà, il faut Mm. penser de deux, il faut penser à trois, il faut penser tout le temps à trois, mais égoïstement, parfois il faut être capable de penser à deux. Il faut être capable de repenser à deux avec le couple, reprendre Oui. ses moments à soi autour d'un verre, autour d'un dîner, autour d'une sortie, d'un cinéma, etc., sans l'enfant. Mais ça peut rarement arriver dans les 3, 6 premiers mois, je pense. Enfin, nous, on commence enfin à y arriver entre 1 an et 1 an et demi, c'est pour dire quoi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, aujourd'hui, Ava a 1 an et demi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Un peu plus, ouais. Et vous arrivez du coup maintenant à trouver un peu de temps justement pour le couple parental, outre la famille.
Oui, mais c'est vrai que ça tient aussi. Je ne me suis pas attardé là-dessus, mais le côté confiance, nounou, etc., c'est quelque chose de fondamental. Comme je dis, on a vraiment la chance aussi d'avoir une nounou géniale. Et c'est la première fois qu'une une nounou, la maman, elle posait la question en disant, mais moi, le contrat, il va de telle heure à telle heure. Mais est-ce on peut arriver plus tard le matin et la récupérer plus tôt l'après-midi? Et donc, je disais à ma femme, non, enfin, si c'est genre 16h30, tu vas pas arriver à 16h, quoi. Enfin, il y en a Ouais, qui ouais. 17h, 17h30, est-ce qu'on peut étendre une demi-heure de plus, etc. Et ma femme, elle voulait une demi-heure de moins. Euh, donc, elle était assez surprise là-dessus. Donc là, non, mais là où je voulais en venir, c'est cet équilibre, en effet, de trouver aussi une personne de confiance pour la garder Mm. chez nous. C'est extrêmement réconfortant. Donc, on n'en abuse pas. Et voilà, on s'est fait par exemple une petite soirée pour la Saint-Valentin où la nounou est venue garder Ava un soir à la maison. La prochaine date de planifier, c'est dans très longtemps. C'est pour te dire, au moment où on se parle, là, on est fin Le mars. 28 mars. C'est dans Ouais. 2 mois. Voilà, c'est fin mai pour une soirée de gala, etc. Entre-temps, on n'a rien planifié, t'imagines? Donc, c'est pour dire quoi. Bon. Beaucoup de progrès à faire, quoi. Ouais, ouais, d'accord, je vois. Au moins, il y a une marge de progression qui s'offre à vous. Et aujourd'hui, toi, comment tu te sens là, 1 an et demi après la naissance de ta fille? Je suppose que tu as repris évidemment ta vie pro à fond depuis un moment déjà. Comment tu arrives à jongler? Est-ce que tu arrives quand même à profiter de moments avec ta fille, rien que tous les deux ou en famille? Est-ce que tu te sens pas frustré d'un côté ou de l'autre? Comment ça se Ouais, passe? c'est vrai que moi, cette année olympique, par rapport à mon passé, mes activités professionnelles, Mm. 2024, c'est une année extrêmement importante, d'une période de charnière aussi qui peut être décisive sur la suite de ma carrière, les évolutions que je peux donner à mes projets entrepreneuriat ou Mm. autres. Donc, il faut à la fois que je rate pas le coche avec cette pression finalement professionnelle que je m'impose, hein, parce que j'ai aussi envie de continuer à faire ce que j'aime, à ce que je fais, même s'il y a des fois des choses qui sont un petit peu moins rigolotes ou où je suis moins enjoué à le faire. Et de l'autre côté, de pas rater ces premiers moments, voilà, pas rater les premiers pas, pas rater les premiers mots, pas rater les rendez-vous importants. C'est là où je me sens un petit peu tiraillé. Mais comme je vois justement ma femme qui reprend son équilibre professionnel et qui a renoué avec son cercle amical et qui est finalement beaucoup plus sereine dans la gestion des tâches au quotidien avec Ava, ben ça me réconforte. Là, par exemple, on sort d'une période aussi au moment où on se parle de 15 jours sans nounou. Donc pas de nounou, pas de Ah, beaux-parents, etc. La nounou avait 15 jours de vacances. Donc on le savait longtemps avant. J'ai refusé plein d'opportunités professionnelles. Et en même temps, ça m'a fait super plaisir de m'occuper de ma fille quand ma femme partait travailler, de passer du temps avec elle, d'aller la promener, lui préparer le repas, des choses comme ça. Voilà, ça m'a fait du bien. Et en effet, je me suis aussi rendu compte de la difficulté de la tâche, que quand ma femme ouais. s'en occupe, par exemple, les mercredis où il n'y a pas de nounou, où moi je ne suis pas là, eh bien, elle doit s'en occuper toute la journée et sa journée professionnelle, elle n'existe pas, quoi. Hormis les 2 heures de sieste l'après-midi. Mm. C'est pareil, c'est ce que je faisais, hein. J'étais avec elle toute la journée et dès qu'elle était en mode sieste, ben là, je rouvrais mon ordi, c'était les mails, les Ouais, téléphones. ouais. Mais c'était un truc de malade parce que je voyais les mails défiler. Donc, t'attends le soir à 21h, 21h30 pour traiter les trucs en urgence. C'est, entre guillemets, la contrepartie de cette liberté professionnelle quand on est auto-entrepreneur ou à son Mm. compte. C'est que tu as cette contrainte-là le soir de devoir gérer des projets par rapport à un CDI où tu Ouais. sais que quand tu rentres chez toi, t'as pas de choses urgentes à faire, etc. Mais voilà, il n'y a rien qui est parfait pour personne parce que Mm. ceux qui sont en CDI, ils envient aussi notre vie. On se dit, on peut se prendre cet après-midi dans la semaine, on n'a pas de compte à rendre à personne et pourtant on le fait pas souvent. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. ouais, donc souvent, voilà, le fait de vivre des moments avec elle comme ça, pour le papa, je pense que ça fait prendre conscience de tout ce que la maman a à faire. Et quand toi, tu le fais 24 heures, 48 heures, tu dis, putain, elle le fait 3 jours, 4 jours, des fois d'affilée. Donc, c'est pas cool quand je suis pas là et qu'il n'y a pas de nounou, et etc. Donc, voilà, j'essaie de limiter au maximum mes déplacements, comment dire, répétés. Et voilà.
Ouais, j'imagine, c'est toute une organisation à trouver. Et justement, si tu devais donner un conseil aujourd'hui aux papas qui nous écoutent, qui savent pas forcément comment soulager la maman, comment vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête et comment prendre le relais parfois, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces papas? Bah, de toute façon, j'ai envie de leur dire, là tu vas me trouver un peu macho, que de toute façon c'est impossible de satisfaire la maman. Voilà, il y aura toujours, même quand Mhm. on fait beaucoup de choses, etc., on a l'impression de beaucoup s'impliquer. Il y aura toujours la petite chose où on se dit peut-être on n'a pas fait bien ou on va prendre cette petite remarque ou réflexion. Ouais. Non, néanmoins, et voilà, il faut mesurer la capacité que tout ce qu'on fait, en fait, on les aide aussi. Et ça, je pense que c'est important que l'on mette des mots dessus en disant, ben voilà, écoute, là, on va rentrer dans une période où je vais avoir ça à gérer professionnellement. Donc, si je suis moins disponible, tu sauras au moins d'où ça vient. Je te promets de faire le Mhm. maximum pour être disponible, au moins mettre des mots là-dessus, plutôt que de dire, bah, Mhm. écoute, ça, je te l'ai dit il y a 3 semaines, je suis pas là pendant 3 jours, tu le sais très bien, donc pourquoi tu me reproches ça? Voilà, ça, c'est le truc que j'ai Ok, appris à ouais. éviter de faire, même si on a un calendrier partagé. Et puis, non, sur les tâches, voilà, essayer. On peut pas remplacer la maman. On peut pas, parce que la maman fera toujours mieux. Elle donnera toujours la bonne quantité, la bonne quantité de nourriture, le bon médicament. On pourra pas faire mieux qu'elle. Mais par contre, on pourra faire différemment et ça pourra les aider indirectement. Donc, voilà. En tout cas, c'est très important de conserver cet équilibre aussi dans le couple, je pense, pour que tout le monde soit serein. Il faut, Mais ouais. pour un équilibre professionnel et amical, chacun de notre côté, je pense, le couple, et puis tous les deux ensemble. C'est très important d'avoir nos amis en commun, etc. Et même si notre fille se couche une demi-heure après ou 1 heure après sa sieste de ce qui est prévu habituellement, à la marge, je Mhm. pense qu'il faut savoir s'accorder cette souplesse. Il y en a pour qui c'est pas du tout un sujet. Nous, au sein de notre foyer, c'est un sujet très important. Voilà, l'heure du coucher, la régularité, etc. C'est ce qui va contribuer à son équilibre, à son repos. Un enfant qui dort, c'est un enfant qui est bien, qui mange bien, etc. Ouais. Donc, la qualité du sommeil et le rythme des enfants, le cadre, l'environnement, on a mis un accent particulier là-dessus, alors que tu vois, avant même d'avoir un enfant, on se disait, ouais, ben, on l'emmènera là et elle dormira dans une poussette, et etc. Mhm. Parce qu'en Ouais. vrai, ça se passe pas comme ça. Oui, oui, vous suivez quand même un certain rythme et dans un certain cadre, quoi, Et il faut être pour le capable ouais, bien-être. de temps en temps de sortir un petit peu de ce cadre, parce que si on va chez des amis qui a d'autres enfants, ben, notre fille est Ouais. super contente de jouer avec ses enfants, donc ça va peut-être perturber son rythme de sommeil, et au lieu de dormir à, j'en sais rien, à 13h30 ou 14h, et ben, elle dormira à 15h ou 15h30, ça va décaler sa journée, c'est pas grave, ça va décaler son coucher le soir. À la marge, on peut se Mhm. permettre de faire ça un week-end de temps en temps, voilà, on s'y autorise. Pour les parents Mhm. qui sont peut-être un petit peu stricts là-dessus, on a vécu cette expérience-là. Je passe peut-être pour un extraterrestre pour les autres parents qui disent, ah ben nous, notre enfant, il dort comme ça, et c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà, s'il y a cette perception où il faut pas non plus se comparer aux autres. Ah ouais, ça c'est important, hein. Mm. Très Parce que important, ouais. ben, eux, Et ils font puis, ouais. ça, etc. Ouais, mais son enfant, et puis même entre leur premier et deuxième ou troisième enfant, il y a des tempéraments, il y a des rythmes différents, il y a des choses qui imposent à avoir un cadre et d'autres où il peut y avoir moins de cadre et ça se passe très bien, quoi. Mais c'est très propre à chacun. Oui, ouais, bien sûr. Le tout, c'est de trouver l'équilibre qui nous convient, qui convient à la fois aux parents et à la fois à l'enfant. C'est le Oui. principal, je pense. Bon, bah écoute, merci beaucoup Alain pour cet échange. C'est toujours agréable de savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie personnelle, je trouve, d'un athlète voilà, dont on a une représentation bien précise. Et là, d'avoir un petit peu l'autre facette de ta vie, je trouve que c'est hyper enrichissant et ça permet de voir plein de façons de faire. Donc, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ces confidences. Et puis, je te souhaite tout le meilleur, que ce soit à toi, à Faustine et bien sûr à ta petite Ava. Eh bien, merci Lou, et merci pour cette opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Et voilà, à tous les papas, toutes les mamans, voilà, de toute façon, on fait du mieux qu'on peut, parce que voilà, on est porté par cet amour inconditionnel, et ça, c'est juste extraordinaire. Et je savais pertinemment à mon arrêt de carrière que la seule chose qui me ferait autant vibrer dans la vie,
ce serait de vivre tout ça. Même si c'est dur et c'est compliqué parfois, on n'en est qu'au début. Voilà. Je souhaite un maximum de bonheur en tout cas à toutes et tous qui nous écoutent et qui t'écoutent. Et bravo pour cette initiative encore une fois, Lou. Bah écoute, merci beaucoup Alain, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Alors vous le savez, je n'ai pas pour habitude de partager des histoires de papa par ici, mais je trouve qu'il est tout de même super intéressant de voir comment ils abordent leur parentalité, mais aussi quel est le rôle qu'ils endossent pour accompagner et soutenir leur moitié. Et puis bon, se plonger dans l'univers d'un sportif de haut niveau comme Alain Bernard et découvrir cette nouvelle facette de sa personnalité en comprenant les enjeux que cela comporte, je trouve ça vraiment très enrichissant. Je tenais d'ailleurs à remercier grandement Alain de m'avoir accordé du temps, car je sais que son planning est plutôt très chargé. J'espère que cet épisode un petit peu spécial vous aura plu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de Super Mama. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Now it's 3:30. I made a fool out of me. Now it's 4:30. Baby, can't you see? No using waiting no more. It's a time of tragedy. I think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for that.